Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. J'ai bien vu, de mon côté, tous les efforts de développement, le niveau du football, à tout point de vue, pas seulement du jeu, le niveau des arbitres, le niveau des joueurs, le niveau des coachs, des entraîneurs, le niveau des dirigeants, a terriblement, d'une manière extraordinaire, évolué dans tous les pays du tiers-monde. Et c'est le fait uniquement de la FIFA ? Et des programmes de développement de... Absolument, absolument, ça c'est un fait réellement établi et clairement établi. Des présidents de fédérations, des 209 fédérations qui sont affiliées à la FIFA vont vous le certifier sans réfléchir. J'ai visité plus de 50 pays en Afrique dans le cadre de ces programmes de développement. Et j'ai pu voir moi-même sur 20 ans la différence qu'il y a. Vous pourrez aussi le vérifier sur les terrains. Jouer l'équipe du Cap-Vert pour l'Algérie, actuellement, c'est un vrai challenge. Il y a 20 ans, ce ne l'était pas du tout. Les scores étaient des scores de handball. Maintenant, il est difficile, même pour l'Algérie, qui est première équipe, je le rappelle, africaine au classement de la FIFA, première équipe en Afrique, quand il s'agit maintenant de préparer la qualification contre les Seychelles, ce match est pris très au sérieux. Donc on va dire que les programmes de la FIFA ont fini par rehausser par le bas un petit peu, parce que là on parle des pays qui étaient loin, derrière, et qui ont réduit le gap. Alors les programmes de développement dont vous nous avez parlé, donc les programmes de développement profitent essentiellement aux pays du tiers-monde. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces programmes de développement ? Pas du tout. Les programmes de développement ont profité aussi aux pays les plus développés. À tous les membres. Puisqu'il y a les programmes sont destinés à toutes les fédérations, mais avec un arrangement selon les conditions socio-économiques du pays, évidemment. Vous pouvez nous donner quelques exemples Dans les programmes de développement, vous avez les programmes... on avait commencé à la fin des années 90 par un programme intitulé le programme Futuro, qui associait, je me rappelle, et j'en ai fait plusieurs, des groupes d'instructeurs de la FIFA qui allaient visiter un pays, une fédération. Il y avait un instructeur d'arbitrage, un instructeur médical, un instructeur de l'administration et un instructeur technique. Et on allait à 4 instructeurs de la FIFA, c'était un titre aussi, instructeur de la FIFA avec un uniforme et une carte et tout, c'était très bien structuré. Et nous allions visiter une fédération qui préparait des groupes d'une vingtaine de futurs arbitres, de futurs médecins du football, de futurs administrateurs de clubs ou de fédérations et de futurs coachs. Et nous allions passer 1 semaine, 2 semaines, et avec des programmes préétablis. Et ça s'est passé durant des années. Vous pouvez compter toutes les générations de médecins, arbitres, entraîneurs et administrateurs qui ont été formés. Ce programme a ensuite évolué. C'était le Futuro deuxième manière. Ensuite, il y a eu des programmes qui ont été adaptés à chaque fédération selon la vitesse. On s'est aperçu que le développement se faisait à des vitesses différentes selon les pays et les programmes. Ensuite, on a demandé aux fédérations de faire leur propre désirata concernant les programmes. Ça dépendait le niveau qu'ils voulaient ou ça dépendait le département qui voulait plus développer. Et tout ça a duré et dure encore depuis 20 ans. C'est énorme. Docteur, ça c'est un peu la colonne vertébrale de la diffusion de la connaissance entre guillemets du football, la formation, beaucoup de formation. Qu'est-ce qui justifie des flux financiers aussi importants que par exemple les 10 millions de dollars qui incriminent aujourd'hui l'administration de la FIFA, ou semble-t-il vont l'incriminer? Pourquoi on toucherait de l'argent, autant d'argent, si les programmes c'est surtout de la formation? La formation, c'est de la ressource humaine qui est directement payée par
la FIFA, qui va faire des frais de voyage, des frais d'hébergement, mais en aucun cas ça ne peut justifier un transfert aussi important. Sauf s'il y a d'autres dépenses à justifier. Exemple, la Fédération algérienne de football a construit son nouveau siège à Del Ibrahim grâce à une aide de la FIFA. Alors, est-ce que c'est ce modèle-là aussi qui est dominant ailleurs? Absolument, il n'y a pas que ça. Il y a des programmes qui ont été spéciaux. C'est-à-dire la maison de la fédération a été un programme de développement qui a été mis en place par M. Blatter, où chaque fédération a eu droit à la construction d'un centre, d'abord d'un centre administratif, comme vous pouvez le voir à Del Ibrahim, c'est le siège de la FAF, mais aussi à des centres de formation, comme le Centre national technique de Sidi Moussa ici. Ça aussi, c'est aussi la FIFA a un programme comme ça, c'est des programmes d'équipement qui sont très volumineux. Et c'est là où il y a le plus de flux financiers, évidemment. Absolument, et il y a tout l'équipement pour participer au football. Il y a les terrains, il y a les ballons, il y a les équipements des footballeurs eux-mêmes, des arbitres, il y a tout le problème de communication, ce sont des programmes très élaborés et qui coûtent pépette. Oui. Alors, en quoi la FIFA a fait différemment des autres fédérations dans le monde? Parce que les autres fédérations, j'imagine qu'elles ont des programmes de ce type sans qu'on soit arrivé à dire, on le dit quand même depuis quelques années, que ça ne va pas, l'attribution de la Coupe du Monde, l'attribution des droits d'image pose toujours problème quand il s'agit de la FIFA. Est-ce que c'est parce que les enjeux sont beaucoup plus importants? On peut les rappeler, les enjeux, hein. Écoutez, avec le football, tout le monde pense à juste titre que c'est le sport roi. C'est pas pour rien. Il y a actuellement plus de 300 millions de joueurs licenciés. Si on y rajoute les fans, les acteurs du jeu qu'il y a autour, les arbitres, les supporters, et même les familles des supporters directs, la maman qui emmène son petit gamin à jouer au football après l'école, vous avez à peu près 1 milliard de personnes, 1 milliard de personnes qui correspondent à des pays comme la Chine ou l'Inde. C'est énorme. Qui sont impliqués dans le football. Oui, c'est énorme. Et tout ça, donc, tout programme de développement, ou tout programme tout court, même le programme de compétition, il y a des millions de matchs joués chaque week-end dans le monde. Et quand vous dites qu'il y a 1 million de matchs, ça veut dire qu'il y a 1 million d'arbitres. C'est énorme. C'est plus qu'un sport. C'est beaucoup plus qu'un sport. C'est un fait social. Vous êtes un témoin privilégié, vous, puisque vous nous avez dit que vous avez assisté à la croissance de la FIFA au cours des dernières années, même à l'explosion de ses activités. Bon, est-ce que est-ce que vous avez, vous, un moyen de mesurer justement le niveau, le rythme de croissance de cette activité au cours des dernières années? Est-ce que vous avez des repères, des indicateurs, disons, sur ce que c'était en 1994 et puis ce que c'est aujourd'hui? C'est une question très intéressante parce que j'ai eu à participer, à développer un certain nombre de programmes de recherche. Et dans tout programme de recherche, vous avez besoin dès le protocole, de première ligne que vous couchez pour le protocole, parce que maintenant ce sont juste des études prospectives qu'il faut faire, les études rétrospectives n'intéressent plus personne. Donc vous allez coucher un moment où vous allez évaluer les choses dans le temps ensuite et la manière dont vous allez les évaluer. Effectivement, je peux vous parler par exemple du programme d'évaluation et de prévention des blessures dans le football. Ça a commencé en 1994 contre le FMARC, c'est l'institution de recherche scientifique de la FIFA, dont je fais partie, qui a commencé son travail. Il y a eu une question simple de M. Blatter lui-même sur un commentaire. Il y a beaucoup de blessures dans le football, me dit-on. Quelles sont-elles? Quel est le taux des blessures? Et que peut-on faire pour y remédier? Ça, c'est des questions de chef. C'est pas un médecin, mais son problème, c'est l'état de santé du joueur, la protection du joueur et la protection du jeu aussi. Si le football allait devenir, selon certains à l'époque, dangereux pour la santé, donc, le FMARC et tout le groupe que nous étions a pu, sur 20 ans, on continue à ce processus. Mais très rapidement, au bout de 10 ans, donner les premiers résultats. Donc, on avait fait une sorte de halte pour évaluer les choses, regarder derrière. Et effectivement, nous avons pu définir le taux de blessure dans la pratique du football.
à différents niveaux, lors de l'entraînement, lors des matchs, pour les hommes, pour les femmes, et tout ça. Il est de 2,1, vous m'avez dit, Il est en moyenne. actuellement, parce qu'on a un monitoring permanent. Et il bouge. Par exemple, je peux vous dire, actuellement, il est un peu plus de 2 en moyenne par joueur et par saison. 2 blessures par joueur par saison. Vous parlez des licenciés ou vous parlez des joueurs Non, des licenciés, puisque licenciés. l'étude s'est faite sur les gens que nous avions. Donc les 300 millions de licenciés dans le monde. Ouais, Oui, d'accord. donc, et on sait quel est le siège des blessures les plus fréquents: chevilles, genoux, musculaires, osseuses, ligamentaires, tendineuses. On sait parfaitement comment ça se passe. Et la deuxième question de M. Blatter, une fois que c'est ça, c'est maintenant, comment les diminuer et protéger la santé du joueur. Et nous avons mis en place, donc, autre programme, mis en place un programme de prévention des blessures. Évidemment, les blessures sont de deux types. Il y a les blessures intrinsèques, celles que le joueur se fait en jouant au football. Le football, c'est un sport... Souvent, elles sont musculaires, d'ailleurs. Pivot-contact, exactement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements de direction, il y a des sauts, il y a des changements d'allure, de vitesse. Donc, il y a beaucoup de blessures intrinsèques. Blessures de ligaments croisés, du genou, dans les retournements, les blessures musculaires, les blessures de la cheville, parce que le pied est souvent bloqué par les crampons, etc. Et il y a des blessures extrinsèques, celles qui viennent... des gentillesses de l'adversaire. Celle-ci, c'est le fair play qui peut et certains changements de réglementation. Et c'est pour ça que c'est à partir des études médicales que nous avons pu imposer au board, qui est le gardien du temple dans les îles britanniques des règles de jeu, lui imposer le carton rouge pour tacle arrière. C'est la commission médicale. C'est ce genre de processus qui m'a donné ce respect vis-à-vis du déroulement, du développement du football au niveau de la FIFA. C'est-à-dire que notre commission médicale, ce n'est pas une commission médicale alibi. Il faut un médecin là, donc on va mettre un médecin, le seau d'eau, l'éponge, et puis voilà. Non. S'il y a des blessures qui sont dues à des tacles arrière, le tacle arrière va être puni par un carton rouge. Et c'est ça la vraie protection du joueur. Ce qui n'a, on va dire, n'amochit pas le tableau, c'est que de protéger le jeu et les joueurs, ça rend le spectacle plus télévisuel, plus agréable à suivre. Et donc, sur le plan du marketing et des revenus, c'est encore mieux. Et donc, vous voyez, vous-même, vous êtes arrivé à la globalité des choses. Ça, ce n'est plus seulement de la protection du joueur et de sa santé, c'est la protection du jeu et de la performance. Et c'est un autre sujet auquel il y a des programmes pour ça aussi. La double peine, c'est pas vous. La double peine, c'est-à-dire expulsion plus penalty. Écoutez, la double peine, on peut en parler, c'est très intéressant. Pour en parler, parce que ça rend triste qu'un joueur ait les deux sanctions, mais de l'autre côté, le joueur qui est sorti parce que vous l'avez amoché, son match est fini. Il y a beaucoup de gens qui proposent que si un joueur sort pour blessure, celui qui l'a blessé doit sortir aussi. Oui, on n'en est pas encore là. Mais on n'en est pas encore là. Mais ça serait la vraie équité. Parce que c'est trop facile d'aller voir le meilleur joueur de l'équipe, de l'amocher, et après on est à égalité, quoi. Justement, sur les programmes qui ont été mis en œuvre, vous nous avez dit tout à l'heure, la coopération entre la FIFA et la fédération algérienne. Vous nous avez dit, il y a eu ce programme sur les infrastructures que vous avez appelé Maison des fédérations. Ça a consisté donc à construire des centres de formation et le siège administratif. Vous avez parlé du programme Futuro. Le programme Futuro, dont vous avez appelé les formations des arbitres, des techniciens, etc., des administratifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été fait qui justifie que vous disiez que M. Harawa est une personne qui a fait beaucoup de choses à son poste. Ici, à la Fédération algérienne. Oui. Non, je parle y compris dans la coopération entre la FIFA et l'Algérie. Oui, je crois qu'il a M. Harawa, je crois qu'il a boosté le développement et la restructuration de notre fédération depuis qu'il est arrivé. En particulier, même au niveau des compétitions, même au niveau de l'équipe nationale, ça ne vous a pas échappé.
l'Algérie. Enfin, on a beaucoup importé de jeux de binationaux. Hein. Voilà. On a fait un peu ce que fait le gouvernement pour le reste, mais bon, on peut en parler. Mais c'est peut-être pas ça le débat. Écoutez, on n'a pas importé de binationaux, si je peux me permettre de répondre sur cette question. C'est une formule d'économiste. Oui, des formules d'économistes. Ce sont des Algériens à part entière et qui ont parfaitement le droit de jouer pour l'équipe nationale avec les couleurs. On parle de la performance, de la production de joueurs de haut niveau intrinsèque en Algérie. C'est cette performance-là. C'est un souci. Ça, c'est un souci. On s'est bien compris. Et je crois que le développement de ce point de vue-là a déjà commencé. Et ça ne commence pas par la formation des joueurs. Ça commence par la formation des formateurs. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et il y a des centaines d'entraîneurs de différents niveaux qui sont actuellement en formation avec un plan bien établi. Et ça, il faut attendre. Il faut attendre que ces gens-là prennent en charge des clubs à différents niveaux et qu'ils forment les joueurs à leur tour. On ne peut pas former des joueurs directement comme ça. Ça a pu être tenté. Alors, mais la formation des formateurs est en cours, je crois. D'accord. Alors, sur le plan de la santé des footballeurs, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est quand même un peu plus en avance par rapport à ça, notamment grâce à votre présence à la commission médicale de la FIFA ? Est-ce que vous avez réussi à faire bénéficier la santé, le football algérien, de faire bénéficier de cette expertise, de cette présence, des programmes, etc. Ah oui, je crois que ça a été... c'est tout à fait naturel. Et pour moi, c'est une obligation majeure de faire bénéficier directement le football algérien et les joueurs. Vous savez, j'ai aussi été médecin de club, médecin de l'équipe nationale sur le banc. J'ai fait tous les métiers de médecine du football. Être à ce niveau-là, on ne peut pas gérer tranquillement les responsabilités de commission médicale de la FIFA ou de recherche dans la pratique du football sans connaître tous les métiers que cela suppose. Alors concrètement ? Et concrètement, il y a tous ces programmes de prévention des blessures que j'ai très tôt, parce que j'ai été élu au bureau fédéral déjà, et j'ai été président de la commission médicale longtemps, et j'avais commencé par mettre en place d'abord les infrastructures en matière de textes. Nous avons écrit à ce moment-là tous les textes qui lient le joueur, le club, la fédération, les ligues vis-à-vis du côté médical. La visite médicale obligatoire. Avant cette commission-là, il y avait un tampon sur une licence qui était apposé au coin d'une table, ça et là. Nous avons fait de telle sorte... On a le sentiment, y compris au niveau du professionnalisme en Algérie, hein, que on a introduit depuis 2010, on n'a pas l'impression que le volet médical soit bien pris en charge. Du point de vue de la formation des médecins de club, c'est régulier, les séminaires, il y en a eu il n'y a pas longtemps, une semaine ou deux, de formation des médecins de club, des médecins des ligues. Nous avons été les premiers à mettre en place, c'est pas le côté le plus pimpant de la médecine du football, le contrôle de dopage, mais bon, c'est un... Je voulais y arriver. Vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de dopage dans la FIFA avant cette émission. La FIFA est irréprochable sur le traçage des bilans de santé, des bilans sanguins des footballeurs. Complètement, parce qu'en plus des blessures que vous pourrez connaître, la FIFA, et nous avons travaillé beaucoup sur les blessures très particulières. D'abord sur les arrêts cardiaques et les morts subites sur le terrain, ça c'est un phénomène terrible, et la FIFA est en tête de la recherche en la matière. Être en tête de la recherche, ça signifie quoi ? Ça signifie détecter chez un joueur les signes précurseurs qui peuvent l'amener à faire une mort subite. C'est ça ? Oui. Par exemple, une hypertrophie cardiaque dans le cas de Foué, le Camerounais, absolument. Qui aurait dû être détecté bien avant. À partir de là, les examens maintenant, et ils se poursuivent. Les examens ont été jusqu'à demander un examen très poussé pour chaque joueur avant toute compétition de la FIFA et ensuite des compétitions dans la fédération. Actuellement, juste pour vous donner une information, je viens de faire valider au niveau de la FIFA et du FMARC une étude qui va se passer à Alger avec la collaboration de la fédération, de la FIFA et du Centre national d'imagerie médicale
qui est à Bab el-Oued, au CHU anciennement Mayo, et qui, avec le professeur Mansouri, on va ajouter l'IRM cardiaque au bilan de la FIFA, parce qu'il se trouve que nous avons certains cas où il y a eu des décès, des arrêts cardiaques ou des décès, même sur échocardiographie et ECG normaux. On n'a pas détecté la... Donc ça va se passer, l'étude va se passer à Alger, pour parler d'une autre étude qui va se passer aussi au niveau de ce centre dont le plateau technique est magnifique, et avec la collaboration très enthousiaste du professeur Mansouri et de son équipe, de l'évaluation de l'âge. Parce Alors que ça, vous savez qu'il y a des petites fraudes. Ça nous passionne en Afrique. Parce Des qu'il y a joueurs de moins de 20 ans par IRM de la clavicule. Alors, ça va aussi se passer à Alger. Alors on peut dire un mot parce que c'est important, parce que les compétitions, enfin, c'est un enjeu qui est encore petit aujourd'hui, mais être champion du monde U17, champion du monde U20 va devenir de plus en plus prestigieux dans l'avenir, parce que c'est quand même un titre qui compte. Vous, à la FIFA, vous avez arrêté un système qui permet d'identifier le vrai âge d'un footballeur. C'est quoi ce système? Pas tout à fait. Il y a des compétitions qui sont liées à l'âge pour la FIFA, c'est moins de 17 ans, moins de 20 ans. C'est l'ancienne appellation des cadets et juniors. Pour les cadets, moins de 17 ans, il se trouve que certaines personnes, des rumeurs, disent que des joueurs seraient plus âgés. Bon, c'est une pratique, je peux vous le dire, je peux être moins prudent que vous, c'est une pratique courante, oui? Mais pas très courante, parce que, puisqu'on parle beaucoup du continent africain, comme vous le savez certainement, il y a des pays où l'état civil n'est pas aussi bien organisé qu'en Algérie, par exemple. Ici, les naissances, parfois, se font dans la brousse, et les enfants ne sont inscrits qu'à l'occasion d'un voyage au village prochain, le jour du marché. Donc, et ça, c'est une réalité africaine, j'y ai été, j'ai vu. Et j'ai, en Afrique, en grande partie, conduit ce programme de recherche, et nous avons abouti, qui s'est passé aussi à Alger, en partie, abouti à une évaluation par IRM du poignet, et qui est extrêmement efficace. Et nous sommes maintenant sur le programme de recherche pour les moins de 20 ans, qui est lancé aussi à partir de... Avec l'IRM du poignet, on peut savoir si un footballeur a dépassé, quelqu'un a dépassé l'âge de 17 ans ou pas. Voilà. Vous avez dit exactement les choses comme ça. On ne peut en aucun cas déterminer l'âge de quelqu'un de manière précise. Mais avec cette technique, on peut dire si quelqu'un a dépassé 17 ans. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et de la même manière... Est-ce que la FIFA en tient compte pour valider les licences dans Absolument. C'est-à-dire dans les compétitions... Donc c'est à cause de la commission médicale que les pays africains gagnent moins les compétitions de jeunes depuis quelques années, non? Non, la CAF est la fédération qui fait le plus de contrôle sur l'âge. Détrompez-vous. Il n'y a pas une compétition africaine de moins de 17 ans où chaque joueur n'est pas contrôlé avant. Et vous pouvez le demander... Avec cet examen qui est coûteux, quand même. Hein, oui, tout à fait, mais la CAF a investi énormément sur ce sujet-là. Et donc pour U20, c'est plutôt la clavicule? C'est pas plutôt, c'est seulement, probablement la clavicule, c'est toujours à l'étude. Mais moi, je suis très fier d'annoncer que l'étude se fera chez nous, parce que nous avons des moyens. Alors, à l'échelle mondiale, c'est l'Algérie qui a été choisie? Absolument. Pour conduire cette étude pilote qui va permettre ensuite d'essaimer. Comme il y a une connotation ethnique, parce que l'âge osseux n'est pas le même pour les différentes ethnies, il y a un certain nombre de collègues des différents centres d'excellence de la FIFA, on peut en parler, qui m'écrivent pour demander d'être associés à cette étude. Mais la coordination de l'étude, j'ai le plaisir et l'honneur de diriger ça, et avec mes collègues du CHU de Bab el-Oued et la Fédération algérienne de football. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.